Le 1er septembre 1939, le monde a découvert une armée qu'il ne comprenait pas. La Pologne s'est effondrée en 27 jours, la France en 44. Des pays qui avaient bâti des lignes fortifiées pendant des années s'écroulaient en quelques semaines, pendant que leurs généraux traçaient encore des flèches sur des cartes. On a tendance à croire que la Wehrmacht l'emportait grâce au nombre ou à un meilleur équipement. C'est faux. Les Français avaient plus de chars. Les Soviétiques avaient un nombre de soldats bien supérieur. Pourquoi alors? Parce que la Wehrmacht combattait différemment. Non pas avec de meilleurs aciers, mais avec de meilleures idées. 9 concepts tactiques qui ont transformé une armée en quelque chose que le monde n'avait pas vu depuis Napoléon. La guerre éclair. Le 10 mai 1940, quand les chars allemands s'élancèrent à travers les Ardennes, les généraux français étaient convaincus que c'était impossible. Les Ardennes, c'est une forêt dense, sans route, avec des falaises. Personne dans son bon sens n'y engagerait des colonnes blindées. C'est précisément pour cela que des unités de second rang y étaient stationnées, avec un matériel vieillissant. Et c'est précisément là que les Allemands frappèrent. Voilà l'essence de la guerre éclair, non pas la puissance du coup, mais l'endroit où on le porte. La doctrine allemande exigeait de trouver le point de moindre résistance, d'y concentrer une densité maximale de blindés sur un front étroit et de percer la ligne ennemie comme une aiguille crève un ballon. Ensuite, plus question de combat, c'était une course. Les chars fonçaient vers les arrières ennemis sans s'arrêter pour liquider l'infanterie encerclée. L'infanterie pouvait attendre. L'objectif principal, c'était les états-majors, les nœuds de communication, les dépôts de carburant. Tuer non pas le corps, mais le cerveau. Il y a ici un point technique fondamental qu'on oublie souvent. En 1940, les chars français étaient en moyenne supérieurs aux chars allemands. Le lourd char B1 avait un blindage plus épais et un canon plus puissant que les Panzer I et Panzer II allemands. Sur le papier, les Français auraient dû gagner la bataille de chars. Mais ils ont perdu pour une seule raison. Dans chaque char allemand se trouvait une radio. Les commandants allemands se coordonnaient en temps réel, comme une meute de loups à la chasse. Les commandants français transmettaient leurs ordres par motocyclistes. Le temps que l'estafette arrive, la situation avait changé 3 fois. À cela s'ajoutait l'aviation. Les bombardiers en piqué Junkers Ju-87, connus sous le nom de Stuka, étaient équipés de sirènes, les fameuses trompettes de Jéricho qui hurlaient lors du piqué. Ce son avait été conçu délibérément comme une arme psychologique. Des soldats qui n'avaient jamais été au combat perdaient leur capacité à agir rationnellement avant même que la bombe n'atteigne le sol. L'exemple le plus parlant de ce qu'est la guerre éclair en action fut la 7e division blindée commandée par le général de division Erwin Rommel. En quelques semaines de la campagne de France, elle traversa les Ardennes, franchit la Meuse sous le feu ennemi et fonça vers la côte, devançant non seulement l'ennemi, mais aussi son propre commandement. Le quartier général du groupe d'armées ne savait plus où se trouvait la division de Rommel. Elle apparaissait là où on ne l'attendait pas, détruisait les arrières et disparaissait en avant. Les Français lui donnèrent un surnom, la division fantôme. L'ironie, c'est que le mot Blitzkrieg ne figure dans aucun règlement de la Wehrmacht. Ce terme fut inventé par des journalistes britanniques en septembre 1939 pour expliquer à leurs lecteurs la rapidité de l'effondrement de la Pologne. Les officiers allemands eux-mêmes appelaient leur doctrine de manière bien plus prosaïque, guerre de mouvement. L'idée était simple, la vitesse est la meilleure armure, et la panique dans l'état-major ennemi est plus meurtrière que n'importe quelle artillerie. La bataille d'encerclement. La guerre éclair perçait un trou dans la défense. Mais que faire des armées restées en arrière? On ne les poursuivait pas, on les encerclait. La tactique allemande de la bataille d'encerclement, la Kesselschlacht en allemand, était géométriquement impeccable. 2 points blindés portaient leurs coups non pas de front, mais selon des directions convergentes en profondeur dans les arrières ennemis. Ils se rejoignaient derrière le dos de l'adversaire, coupant les voies de ravitaillement et de retraite. L'armée se transformait en prison sans mur. Les hommes tenaient encore debout, mais n'allaient plus nulle part. Le sommet de cette tactique fut la bataille de Kiev en septembre 1941. Le 2e groupe blindé de Heinz Guderian fit demi-tour vers le sud depuis la direction de Moscou
et parcourut des centaines de kilomètres à la rencontre du premier groupe blindé d'Ewald von Kleist qui remontait du sud. Le 14 septembre, leurs unités avancées se rejoignirent près d'une petite ville appelée Lokvitia. L'étau se referma. À l'intérieur se trouvaient 4 armées soviétiques. Selon les données allemandes, 665 000 hommes furent faits prisonniers, un chiffre que les Allemands annoncèrent au monde entier. Les historiens russes estiment le nombre réel d'encerclés à environ 450 000. Quelle que soit la source à laquelle on fait confiance, l'ampleur de la catastrophe était sans précédent. Un front entier fut détruit, le front du Sud-Ouest. Le commandant du front, le colonel-général Kirponos, trouva la mort. Seuls environ 21 000 hommes réussirent à sortir de l'encerclement. Se retrouver à l'intérieur d'un encerclement signifiait d'abord perdre le ravitaillement, puis les communications, puis le commandement. La Luftwaffe passait immédiatement du soutien à l'offensive au blocus de l'anneau, bombardant toute tentative de percée. Ceux qui essayaient de sortir en groupes organisés tombaient sur des champs de mines, disposés à l'avance sur les flancs. La valeur stratégique de l'encerclement ne se limitait pas aux prisonniers. Une armée détruite, c'est un trou dans la défense qu'on ne peut rien y mettre. Former et entraîner de nouvelles divisions pour remplacer celles perdues sous Kiev prit des mois. Et le front, lui, devait tenir aujourd'hui. La mitrailleuse Messerschmitt G42. Pendant que les chars redessinaient la carte de l'Europe, une révolution se déroulait dans l'infanterie. Et elle commença par une remise en question d'une simple interrogation autour de quel élément doit s'articuler une section de combat. Dans les armées américaines, britanniques et soviétiques, la réponse était la même, autour des fantassins. La mitrailleuse soutient l'attaque, la mitrailleuse couvre le flanc, mais la mitrailleuse est une arme d'appui. Dans la Wehrmacht, la réponse était fondamentalement différente. La section existe pour que la mitrailleuse puisse tirer. Les fantassins avec leurs carabines sont les gardes du corps et les pourvoyeurs de munitions. Le maître, c'est le mitrailleur. Et ce maître fut la MG42. Les soldats alliés l'appelèrent la Ciaos d'Hitler à cause de son son. Le Browning américain ou le Bren britannique tirait de manière rythmique, avec un claquement lourd caractéristique à environ 500 coups par minute. La MG42 crachait 1200 coups par minute, 20 balles par seconde. L'oreille humaine ne distinguait plus les coups individuels, seulement un crépitement déchirant continu, comme si l'on lacérait de la toile. Ce seul son démoralisait des sections entières, avant même que le premier soldat ne tombe. Mais la grande invention n'était pas la cadence de tir, c'était le principe d'universalité. Les Allemands ne construisaient pas des mitrailleuses différentes pour des tâches différentes. Ils en construisirent une seule, qui savait tout faire. Sur bipied léger, mitrailleuse légère d'infanterie pour l'assaut de position. Sur affût lourd Lafette avec viseur optique, mitrailleuse lourde sur affût, capable d'engager des cibles à plus de 2000 mètres avec dispersion sur un secteur défini. Un seul et même mécanisme, une seule et même bande, 2 armes totalement différentes. La contrepartie de la cadence de tir était la surchauffe du canon. Les équipages allemands maîtrisaient jusqu'au réflexe un exercice. Remplacer un canon en surchauffe en quelques secondes, sans se brûler et sans abandonner la position. C'était une chorégraphie affinée au rang du réflexe. Chaque combattant de la section, quelle que soit sa fonction, savait effectuer ce remplacement, au cas où le mitrailleur serait tué. Un tir croisé de 2 MG42 correctement positionnés créait une zone où il n'existait pas d'angle mort. Les assaillants ne pouvaient pas se mettre à couvert, chaque centimètre de terrain était couvert par les tirs. C'est ce qui fit de la MG42 l'arme d'infanterie la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs alliés l'étudièrent après la guerre et conclurent que sa conception était tellement aboutie qu'elle n'avait pas besoin d'être modifiée. Une version modernisée est encore en service dans les armées de plusieurs pays. Les groupes d'assaut. La guerre éclair fonctionnait en terrain découvert, mais en septembre 1942, la Wehrmacht se retrouva confrontée à Stalingrad, et tout ce qu'elle savait faire dans les plaines de France et d'Ukraine perdit soudainement toute pertinence. La ville tuait les chars, les ruines absorbaient les communications radio.
L'aviation ne pouvait pas bombarder des quartiers où les siens et les leurs n'étaient séparés que par une brèche dans un mur. La guerre éclair était l'arme de la vitesse, et à Stalingrad, la vitesse se mesurait en étages. La réponse allemande s'appelait le groupe d'assaut. Un point de combat petit, autonome, qui ne s'emparait pas d'un territoire, mais s'y enfonçait mètre par mètre. La composition était mixte, des sapeurs avec des charges explosives, des fantassins avec des pistolets mitrailleurs, un lance-flammes et des grenadiers. Les longues carabines restaient à l'arrière. Dans les couloirs étroits et les caves, elles ne faisaient qu'encombrer. À la place, des MP40 compacts et autant de grenades à main que possible. La tactique était d'une rigueur absolue. Le groupe n'avançait pas dans les rues où on l'attendait. Il passait à travers les murs, au sens littéral du terme. Les sapeurs perçaient des brèches dans les murs porteurs, le groupe pénétrait dans le bâtiment par une direction inattendue et le nettoyait pièce par pièce, cave par cave. La grenade volait dans l'ouverture en premier, les combattants entraient dans la foulée. Le lance-flammes dans ces conditions n'était pas simplement une arme, c'était un argument psychologique. Dans l'espace confiné et obscur d'un bunker ou d'un atelier d'usine, un seul lance-flammes crachant un jet de feu dans un couloir étroit pouvait forcer toute une garnison à abandonner sa position sans tuer un seul homme. La peur se révélait plus convaincante que la mort. Il y avait encore une autre invention, née de la nécessité. Les groupes d'assaut allemands se collaient délibérément aux positions soviétiques, parfois littéralement jusqu'au bâtiment d'à côté. On appelait cela « embrasser l'adversaire ». La logique était cynique. L'artillerie soviétique ne pouvait pas tirer sur les Allemands sans frapper les siens. Toute la puissance de feu que l'armée rouge possédait sur l'autre rive de la Volga devenait inutile tant que le front se tenait à une distance d'un jet de grenade. C'est précisément à Stalingrad que les groupes d'assaut devinrent un phénomène vraiment massif des deux côtés. Les commandants soviétiques étudièrent la tactique allemande et l'appliquèrent contre les Allemands eux-mêmes. Le coin blindé. Si les groupes d'assaut étaient le scalpel, le coin blindé était le marteau. La doctrine allemande considérait la formation des chars comme une science exacte. Une attaque en vague désordonnée, comme on la voit au cinéma, était pour eux le signe d'un manque d'entraînement. Les formations blindées étaient constituées selon une géométrie précise. En coin, le Panzerkeil en allemand. Et cette formation avait été pensée du premier au dernier élément. En pointe du coin se trouvaient les engins lourds. Les Tiger et les Panthers, avec leur blindage frontal puissant, prenaient sur eux tout le feu adverse. Le Tiger encaissait des impacts directs d'obus qui auraient transpercé n'importe quel autre char. La Panther, avec son canon de 75 mm à long tube, touchait les chars soviétiques avant que ceux-ci ne puissent entrer dans la zone de tir efficace. Ces engins ne se cachaient pas. Ils attiraient délibérément le feu sur eux. Derrière eux, s'écartant en arrière comme les ailes d'un oiseau de proie, venaient les Panzer IV plus légers. Leur rôle était différent, non pas absorber les coups, mais détruire ce qui tentait de déborder la pointe par les flancs. Les antichars soviétiques qui essayaient de prendre le coin de côté essuyaient le feu des engins de flanc avant d'avoir le temps de viser. Pour un pointeur d'artillerie adverse, cette formation posait un problème mathématiquement cruel. On tire sur la pointe, l'obus ricoche sur le blindage frontal du Tiger ou dévie sur la plaque inclinée de la Panther. On essaie de viser le flanc. Les engins latéraux du coin vous ont déjà repéré et tirent. La position idéale pour engager le coin n'existait tout simplement pas. À Koursk, en juillet 1943, les Allemands employèrent cette formation de combat dans les attaques blindées les plus massives de toute la guerre. Le commandement soviétique connaissait à l'avance la formation et instruisait spécialement les équipages de ne pas s'engager de front contre les engins lourds en pointe, mais d'utiliser la vitesse du T-34 pour les contourner et frapper dans les flancs à 500 mètres. C'était un combat non plus de machine, mais de concept. Le front anti-char. En 1943, la Wehrmacht avait perdu l'initiative. L'armée rouge avait appris à combattre. Les armées blindées soviétiques avançaient par vagues, et les canons anti-chars isolés, placés selon le schéma classique le long des tranchées, étaient détruits avant d'avoir pu tirer 2 fois. Le servant ouvrait le feu, se révélait, et recevait immédiatement un obus en retour. Les artilleurs allemands changèrent les règles du jeu. Au lieu de pièces isolées, ils regroupaient une batterie de 8 à 10 canons sur une même position, sous le commandement d'un seul officier.
Les canons PAC-40 de 75 mm, qui perçaient le blindage de n'importe quel char soviétique à 800 mètres, étaient disposés côte à côte dans des épaulements soigneusement camouflés. À proximité se trouvaient souvent des pièces de 88 mm adaptées au tir anti-char. Une arme qui, à 2 km de distance, touchait tout ce que l'Union soviétique avait en service. Mais le plus important dans le front anti-char n'était pas la pièce, c'était la discipline. Les servants se voyaient catégoriquement interdire de tirer avant l'ordre. Les chars soviétiques avançaient, la distance se réduisait, 1000 mètres, 500, 200. Les pointeurs les voyaient dans leur viseur. Les doigts étaient sur les gâchettes. Le commandant regardait et se taisait. Ce n'est que lorsque les chars entraient profondément dans la zone de tir que tout le front de canon ouvrait le feu simultanément. Ce n'était pas un tir, c'était une exécution. En quelques secondes, tout le groupe de tête des chars soviétiques se trouvait sous le feu simultané de 10 canons, tirés sous des angles différents. Les équipages n'avaient pas le temps de comprendre d'où venaient les tirs. Les survivants faisaient demi-tour dans la fumée et la panique et tombaient sur les champs de mines spécialement disposés à l'avance sur les flancs de la position. C'est ainsi qu'à Koursk, quelques batteries correctement placées arrêtaient des corps blindés entiers. Un servant isolé était une victime. Une batterie agissant comme un organisme unique se transformait en machine à broyer. La défense élastique. La Wehrmacht était désormais confrontée à une arithmétique qu'on ne pouvait pas résoudre de front. L'armée rouge était tout simplement plus grande. De nouvelles armées soviétiques se formaient plus vite que la Wehrmacht pouvait en user les anciennes. Hitler réagissait à cela de la seule façon qu'il connaissait. Des ordres de tenir coûte que coûte. Pas un pas en arrière, chaque lopin de terre défendu jusqu'au dernier soldat. Les généraux allemands expérimentés faisaient semblant d'exécuter l'ordre et inventaient discrètement une autre guerre. Elle s'appelait la défense élastique. Le principe était simple et contre-intuitif. Ne pas tenir une ligne rigide qui pouvait être brisée par des coups puissants, mais rendre la défense souple comme du caoutchouc que l'on peut étirer, mais qui revient en arrière et cingle. La ligne de front devenait un piège. La première bande, ce qu'on appelait la zone de sécurité, était délibérément tenue par des forces minimales. Quelques nids de mitrailleuses, des positions espacées. Quand la préparation d'artillerie soviétique commençait à transformer cette zone en paysage lunaire, il n'y avait presque personne. Les forces principales s'étaient retirées à l'avance vers la bande de défense principale. L'infanterie soviétique se levait à l'assaut et avançait à travers les cratères frais, convaincue d'avoir déjà détruit la défense adverse par l'artillerie. Mais en progressant, elle perdait son élan. L'ordre de bataille se disloquait. Les liaisons avec l'arrière s'étiraient. Le soutien d'artillerie restait en arrière. Le reporter rapidement vers l'avant était impossible. C'est précisément à ce moment que le caoutchouc cinglait en retour. Les réserves blindées, tenues exprès derrière la bande principale pour la contre-attaque, se jetaient sur les flancs de l'infanterie soviétique en train d'avancer, désorganisée, coupée de son artillerie, dispersée dans l'espace. Ce qui commençait comme une percée se transformait en quelques heures en déroute en rase campagne. Cette tactique est directement liée au nom de Manstein, qu'il appliqua sur le secteur sud du front de l'Est avec une précision chirurgicale. Après la catastrophe de Stalingrad, à l'hiver 1943, ce fut lui qui, en quelques semaines de contre-attaque, reprit Kharkov, alors que les forces soviétiques étaient déjà entrées dans la ville et l'avaient considérée comme libérée. Hitler ne comprit jamais vraiment que ses ordres de tenir jusqu'à la mort contredisaient directement la seule chose qui permettait encore à la Wehrmacht de survivre. La défense en hérisson. Mais il arrivait qu'il n'y ait nulle part où reculer. Le front se désintégrait, l'encerclement se refermait et des unités dispersées se retrouvaient au cœur de positions soviétiques sans ravitaillement et sans communication. Les Allemands développèrent une réponse à cette situation aussi, la tactique du hérisson. Plutôt que de battre en retraite à travers un espace qui n'existait plus, les unités défaites se repliaient dans un anneau circulaire serré autour des points clés de la carte, nœuds ferroviaires, carrefours, grandes localités. Les canons anti-chars regardaient dans toutes les directions, les nids de mitrailleuses couvraient les approches sur tout le périmètre. L'unité pouvait à nouveau tirer dans n'importe quelle direction,
quel que soit le côté d'où s'approchait l'adversaire. En 1944, Hitler érigea cette tactique du désespoir en doctrine officielle, instituant ce qu'on appelait les Festungen, les forteresses. Les villes déclarées forteresses devaient être tenues jusqu'au dernier soldat. Des garnisons, déjà totalement encerclées et coupées du ravitaillement, continuaient d'occuper leur position et de tirer. La logique stratégique était froide. Un tel hérisson installé à un carrefour routier directement derrière la ligne de l'offensive soviétique exigeait une attention particulière. On ne pouvait pas simplement passer à côté. Il interceptait les voies d'approvisionnement des armées soviétiques qui avançaient plus loin. Il fallait s'arrêter, se retourner et dégager des forces pour le réduire. Cela coûtait du temps et du sang. La forteresse de Brest, au début de la guerre, avait montré aux Allemands comment un point d'appui têtu pouvait immobiliser une division entière pendant des semaines. En 1944, eux-mêmes apprenaient à créer de tels points sur tout le front. Les garnisons abandonnées à leur sort étaient du matériel consommable, mais elles ralentissaient l'offensive soviétique précisément quand chaque jour comptait. Le paradoxe est que la tactique du hérisson fonctionnait d'autant mieux qu'elle gagnait moins. Elle ne sauvait pas l'armée, elle forçait seulement les vainqueurs à payer un peu plus cher chaque kilomètre. La formation en doigt. Pendant que la guerre des tranchées, des positions et des encerclements faisait rage au sol, dans les airs, les Allemands menaient une révolution dont les conséquences ont survécu jusqu'à nos jours. Au début de la guerre, les chasseurs britanniques volaient en pointe de 3 appareils, ce qu'on appelait des Vic. 3 avions serrés les uns contre les autres exigeaient des pilotes une concentration maximale pour ne pas percuter leurs voisins. Il ne restait pas d'attention pour chercher l'adversaire. La Luftwaffe faisait ce qu'elle voulait de ce balai aérien. Les Allemands avaient trouvé une autre réponse, dès le ciel d'Espagne en 1936. L'unité de combat de base, la paire. Le leader attaque, l'ailier surveille l'arrière et les flancs, couvre la queue. Chacun accomplit une seule tâche et la fait bien. 2 paires formaient un élément, le Schwarm, 4 appareils avec de grands intervalles entre eux, sans formation rigide. Les pilotes pouvaient manœuvrer librement, sans craindre la collision, tout en bénéficiant toujours d'une couverture. On appelait cette formation les doigts. Si on regarde la paume ouverte de dessus, les extrémités des doigts reproduisent approximativement la disposition relative des 4 appareils dans les airs. Entre le leader et l'ailier, il y avait une division du travail simple, presque animale. L'un tue, l'autre surveille. Cela donnait aux pilotes allemands un avantage fondamental en termes de conscience situationnelle, de perception de ce qui se passe autour d'eux par rapport à tout adversaire volant en formation serrée. En 1941, les Alliés s'en convainquirent à leurs dépens. Les aviateurs britanniques, puis américains, abandonnèrent leur propre formation et copièrent la tactique allemande. Les pilotes soviétiques passèrent à la paire vers 1942. Ensuite vinrent les avions à réaction, d'autres guerres, d'autres ciels. Et la tactique des paires est restée. Elle vole encore au-dessus des aérodromes aujourd'hui. 9 concepts. La guerre éclair et la bataille d'encerclement, qui en quelques semaines broyaient des armées conçues pour tenir des années. La MG-42, qui transforma la section d'infanterie en machine de supériorité par le feu. Les groupes d'assaut, qui apprirent à combattre par étage et par mur. Le coin blindé, mathématiquement construit de sorte que l'adversaire n'avait pas de bonne réponse. Le front anti-char, qui transforma la défense en embuscade. La défense élastique, qui forçait les attaquants à combattre le vide, puis à subir une contre-attaque surgissant de nulle part. La défense en hérisson, qui transformait l'encerclement d'une catastrophe en outil tactique. Et la formation en doigt, 4 avions qui changèrent à jamais les règles du combat aérien. La Wehrmacht a perdu la guerre, mais les idées tactiques nées de ce conflit ne moururent pas avec le Troisième Reich. Elles déménagèrent dans les académies militaires et les manuels de ceux qui l'avaient vaincu. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires lequel des 9 concepts vous a semblé le plus inattendu. Le prochain épisode est déjà en préparation.